Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h. 18h, 20h GMT, né en 1924 à Bandoumla, petite bourgade dans l'arrondissement de Bana, Ernest Ouandié, figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun au sein de l'Union des populations du Cameroun, sera exécuté le 15 janvier 1971 sur la place publique à Bafoussam, devant une foule immense habitée par des sentiments divergents. Commandant en chef de l'armée de libération nationale camerounaise, avec cap bien sûr, pendant près de 10 ans, il combat dans le maquis les troupes gouvernementales jusqu'à sa capture en Banga le 19 août 1970. Le 26 décembre 1970, il comparaît devant le tribunal militaire de Yaoundé en compagnie de Monseigneur Albert Ndongo et Vinci co-prévenu. Condamné à mort le 5 janvier 1971 par cette même juridiction, sa sentence, à savoir la condamnation à mort, sera exécutée 10 jours plus tard, à savoir le 15 janvier 1971. Le 27 juin 1991, il est déclaré héros national. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Nadine Yambou, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Ernest Ouandié, 50 ans après, quel héritage? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Manu Djemba. Manu Djemba, bonsoir, bienvenue pour cette première. Bonsoir, c'est Jalin. Pourquoi cette première? Sur le plateau, qu'il en soit. Oui, vous entrez par la grande porte, hein? Non, je suis déjà par une petite porte quand Dia t'avait remplacé. Mais ok, voilà. Bon, disons que c'est la grande porte. Oui. Merci de m'avoir invité. Oui. Et je suis vraiment très flatté parce que cette émission est une vitrine aujourd'hui. Grâce à toi, grâce à ce que la rédaction d'Equinox a voulu impulser comme demande en information des Cameroun. Voilà, Manu Djemba, on voit, vous êtes du comité rédactionnel de ce périodique qu'on a parlé tout à l'heure, oui. Le courrier sportif du Bénin. Vous faites un zoom, un focus sur le CHAN qui commence demain. Oui, disons que je ne suis pas un perdreau du petit matin, c'est-à-dire que l'écriture avec moi, ça ne commence pas aujourd'hui, oui. Tu le sais, j'ai été rédacteur en chef à La Détente, chroniqueur à Dicalo, j'ai fait des piges à gauche, à droite. Là, la famille Henri John m'a fait l'honneur de les aider à contribuer à relancer le journal de leur papa et nous avons commencé nos activités à partir du CHAN qui est un événement qui peut donner du carburant à ce genre de périodique ou de journal. Voilà. Il est gratuit, il faut le rappeler. Oui, c'est gratuit tout simplement parce que pour l'instant nous sommes en train de développer un produit et ce produit, il n'est pas question qu'il est déjà vendu. Il faut qu'il soit distribué, que les gens lisent et qu'il renoue. Encore que les jeunes, ils ne le savent peut-être pas, nous avons affaire au seul journal de sport en Afrique centrale. On dit courrier sportif du Bénin. Vous savez, le Bénin, le golfe du Bénin, c'est aussi le golfe de Guinée. Hein? La Guinée, le Bénin, c'est la même chose. Okay. Et ce monsieur avait cette ambition-là, même si son rêve était énorme, mais toujours est-il qu'en 1955, quand il a créé ce journal, figurez-vous, 1957, nous sommes en plein indigénat. Oui. Un Camerounais réussit à avoir une imprimerie avec des offsets, des machines, des offsets, avec ses propres fonds, et il réussit à imposer un journal, toujours avec ses propres fonds. Là où la presse du Cameroun, journal officiel,
paraît avec des fonds, comment on dit ça, des fonds publics, enfin publics entre guillemets, puisque c'était l'agence Havas avec Henri de Breteuil qui éditait la presse du Cameroun. Voilà. Donc ce monsieur, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais on peut développer un peu ou alors aller en profondeur tout à l'heure si vous voulez bien, pour que je ne monopolise pas. Voilà, Éric Gambi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Permettez également que j'adresse un salut particulier à 3 enseignants. Nous parlerons d'histoire aujourd'hui. Il s'agit de M. Bepo, enseignant d'histoire-géographie à Loum. Il s'agit évidemment de M. Nopudem, qui lui est à Barré, et tandis que Dr Woufo, il est en service plutôt à Tchang. Bonsoir. J'ai eu peur que vous ne restiez que dans le Mungo. Non, pas du tout. Même si le Cameroun même si le Mungo est un véritable échantillon du Cameroun, oui. Vous avez très vite compris que le Cameroun, c'est pas seulement le Mungo. Voilà, dans le Mungo, il s'est fait capturer Ernest Ouandji. Ben Natchaï, bonsoir. Bonsoir à tous mes panélistes. Je ne peux pas commencer cette émission sans dire merci une fois de plus à Equinox Télévision qui... Et au-delà de l'histoire, nous rendrons compte qu'ils sont restés dans le thème de leur chaîne de télé. C'est pour ça que chaque fois qu'une date historique doit être célébrée ou rappelée, Equinox Télévision fait son travail. Je ne peux pas ne pas souhaiter bonne année, bien évidemment, au président directeur général du groupe Equinox et tout son personnel pour tout le travail de fourmi qu'ils font pour éditer et pour éveiller les consciences des Camerounais. Ils sont, je peux le dire à mon dos vision, je suis sûr qu'ils sont habités d'une conscience supéciste et ça va venir. Je vais souhaiter aussi en passant bonne année à la femme qui m'accompagne toute ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, Géraldine Moira, qui m'a donné 6 beaux enfants. Je vais souhaiter bonne année à M. Kameni Victor, chef de 3e degré Sa Majesté, dans le village Fongoli. Je vais souhaiter en sortant bonne année à M. Chanja et à M. Taï, qui sont au service de ce monsieur à Akwa et ils se battent très bien. Et je vais finir par mon grand frère Alain Gaye. Merci. Vous avez dit au-delà de l'histoire. Vous vous rendez compte? Au-delà de l'histoire, on rencontre. Oui, l'Equinox rencontre. Merci, c'est nouveau ça. Voilà, on va prendre la direction de Paris où nous attend Ablaziz Moundé. Bonsoir Ablaziz. Bienvenue une fois de plus. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à tout le panel et surtout à tous ceux qui suivent votre excellente émission et je vous remercie une fois de plus, notamment en ce voilà, je reste avec vous Ablaziz Moundé, 50 ans aujourd'hui, un demi-siècle. Ernest Ouandji était fusillé sur la place publique à Bafoussam. Dites-nous, sur la place publique, est-ce qu'il y avait un message qu'on voulait faire passer? C'est-à-dire réunir la population afin qu'elle assiste à l'exécution de Ernest Ouandji. Quel était le message qu'on voulait faire passer ce jour-là à Bafoussam? Quand Ernest Ouandji est assassiné, donc à Bafoussam, ce jour de 1971, il y a eu un contexte. Le contexte, ce sont les élections de 70, où Abel Eyinga se présente aux élections, et de Paris, il est à Paris, et les forces, les services secrets français et camerounais se mettent en branle pour faire pièce, faire échec à cela. Il y a un certain nombre d'organisations religieuses, des para-religieuses au Cameroun, comme les témoins de Jéhovah, justement, que le pouvoir considère comme étant des organisations subversives qui sont pourchassées à travers la République. Il y a également dans le Mungo, tout à l'heure on ferait référence au Mungo, et puis également dans la presse camerounaise, l'essor des jeunes, le journal dont le rédacteur en chef était Célestin Lingo, qui avait été créé par Monseigneur Ndokmo, qui fait l'objet de répression féroce. Et ici à Paris, dans le fonds Focard, que j'invite les Camerounais, les chercheurs camerounais à consulter puisqu'il est désormais public, et aller également à la Courneuve à Paris, aux archives diplomatiques ainsi qu'à Pierrefitte, il y a un certain nombre d'archives déclassifiées qui racontent avec un effroi incroyable, mon cher Serge Alain Autou, comment les services français, les conseillers militaires français qui étaient aux côtés du président Ahidjo, les ambassadeurs de France, qui s'appelaient Philippe Rébérol ou Francis Huré, les conseillers militaires français à l'ambassade de France au Cameroun, ce sont les documents déclassifiés. Guy Vernet qui raconte comment l'assassinat donc d'Ernest Ouandji en 1971, c'est le tableau final d'une opération qui est amorcée en 1955. Donc, il faut
asseoir le pouvoir d'Ahidjo, asseoir les intérêts français au Cameroun, la population de Bafoussam et de manière beaucoup plus extensive, la population du Cameroun doit savoir que c'est le tableau final de Wandje qui a été capturé, donc à travers justement un certain nombre de missions qui avaient été menées par Sabal Leko, Samuel Kamé et Jean Fauchivé. Wandje qui est capturé, donc moi qui est gracié, eh bien on entre de plein pied dans la plénitude du pouvoir Ahidjo. Merci Abdelaziz Moundé pour ce premier jet. Voilà, je commence par vous, l'historien, le journaliste indépendant. Je vous pose la même question. C'était quoi le message ce jour-là? Réunir des gens pour assister à cette exécution. Qu'est-ce que le pouvoir Ahidjo, comme a dit Abdelaziz, voulait faire passer réellement comme message? Pour répondre à votre question, il faut déjà faire une incursion sur le déroulé évidemment de l'assassinat de Ruben Omniobé. Pour comprendre comment Wandje a été tué, pourquoi fusillé, revenons déjà à 1958. Ce que nous savons de l'histoire de Omniobé, c'est qu'il a été tué dans le maquis de Boumniébel, traîné de la forêt jusqu'au centre-ville, et que ce même jour, l'administration coloniale française a sorti des tracts où il disait précisément « le Dieu est mort ». En Afrique, le Dieu ne meurt pas, il est éternel. C'était une façon de déconstruire toute une anthropologie, toute une sociologie. Et lorsque Omniobé a été mis en terre, c'était dans un bloc en béton. Et le message était très clair. Si tu es si Dieu que ça, alors sors de là. Parce que l'administration coloniale française avait envie de montrer sa puissance, avait envie de montrer comment est-ce qu'elle avait la mainmise sur le déroulement, sur la trajectoire historique du Cameroun. Revenons cependant à Ernest Wandje. Il est condamné par le tribunal militaire. Ce jour, l'amenant vers le lieu où il sera tué, marchant fièrement, l'air serein, il a refusé qu'on lui bande les yeux. Et alors qu'il a été fusillé, l'un des derniers mots qu'on a suivis de lui, il a dit « Vive le Cameroun ». Et effectivement, il a été tué sur la place publique pour que soit déconstruit le martyre qu'il représente. Toute la lourdeur historique qu'il a portée. Et le message était pour dire aux populations, si jamais vous vous essayez vous finirez comme celui-là. Voilà. Et maintenant, ce que nous voyons dans la trajectoire historique du Cameroun, c'est qu'on a construit un pays de la violence. On a construit évidemment un imaginaire de la peur, un imaginaire où malheureusement, nous avons dans notre pays, au-delà de la figure principale qui est déifiée, nous avons des demi-dieux. Nous avons des petits dieux, nous avons des faux dieux, parce qu'effectivement, les véritables figures historiques, les héros, ne sont pas célébrés. Ok. Manu Djemba, on a tué la conscience, c'était pour tuer la conscience nationale ce 15 janvier 1911 à Bafoussam, en appelant les gens à assister à ce entre guillemets spectacle-là, macabre-là. Bon, disons que autour de Ernest Wandje, on peut dresser une mythologie, c'est logique, ça se passe dans tous les 4 coins du globe. Mais en général, le pouvoir dans les temps anciens, par rapport à ce que Mathieu a dit. Eric plutôt, je dis Mathieu. C'est pas Mathieu Youbi. Non, je pensais à Diacep Mathieu. Mathieu Diacep. Eric Youbi. Non, c'est parce que tout à l'heure, ça tournait là, quand je faisais les recherches. Bon, ce que Eric a dit est vrai, mais il faut le savoir, tous les pouvoirs ont toujours fonctionné comme ça, de moins en moins aujourd'hui. Tu comprends ? Ce qu'il ne sait pas, parce qu'il est plus jeune que moi, c'est que les exécutions au Cameroun, non seulement dans les années 50 et ainsi de suite, étaient publiques, mais ce jour-là était férié. Oui, voilà. Ou alors s'il n'était pas férié, il était férié. Les écoles étaient closes, tous les élèves étaient soit envoyés à la maison, soit appelés à aller
aux endroits d'exécution. On a reçu, par exemple, Anissé Kané nous a dit une fois qu'il était à Bafoussam. À un moment, on leur a demandé d'arrêter parce qu'il devait aller. Je vais te dire une chose, Voilà. Anissé Kané et moi, nous avons un passé commun parce que nous sommes de Bonadi-Bon, mitoyens, avec quelques liens familiaux. Et nous avons vu des exécutions au quartier Congo, pas au marché, au quartier Congo. Nous avons vu des exécutions au terrain d'entraînement de l'Orix qui n'existe plus, en contrebas de la Sonnelle. Et chaque fois qu'il y avait ces exécutions-là, les tanks noués, toujours des UPCistes ont été tués. Donc ces exécutions-là étaient, je ne dirais pas monnaie courante, mais c'était pour servir d'exemple, pour que chacun sache à quoi s'en tenir s'il ose, comment dire ça, lever la tête. Voilà. Donc, il faut le savoir, ce n'est pas que Wandji qui a été exécuté, beaucoup de Camerounais ont été exécutés, et quelquefois des exécutions qui n'étaient pas si publiques que ça, mais qui ont eu lieu. Non, nous sommes au niveau de la symbolique. On a dit que ce jour-là à Bafoussam, l'école s'est arrêtée. Ça ne déroge pas à ce que les pouvoirs publics avaient l'habitude de faire. C'est-à-dire pour eux, il fallait impressionner les gens, il fallait que les gens sachent que personne ne doit, comment dire ça, essayer de... Chez les Douala, j'en suis un, chez les Douala, il y a même des chansons qui disent Mototomo a été un gain djanien. C'est-à-dire que personne ne n'aille, bon, je crois qu'il peut le dire autant que moi, que personne n'aille contester le pouvoir en place. Donc, ça veut dire que le pouvoir a nourri les gens d'une espèce d'idée qu'il vaut mieux rester à sa place. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, si vous dites par exemple que vous voulez porter plainte contre un préfet, il y a des gens dans votre famille qui vont vous dire attention, on ne porte pas plainte contre un homme là. Voilà, c'est ça. Ok. Les UPCistes ont véritablement souffert cette période. Beaucoup d'exécutions. C'était pour tuer, comme je dis, la conscience nationale. Pour tuer la conscience nationale, oui. Mais surtout pour respecter le chronogramme d'un certain Amadou Ahidjo qui, à la prise de son pouvoir, aidé par ses amis de Djoula, avait dit je m'engage à arrêter, à traquer, à poursuivre les rebelles UPCistes où qu'ils se cachent. Il le dit à la prise de pouvoir à Yaoundé lors de son discours. Alors il faut savoir une chose. Ernest Wandji meurt ce jour à Bafoussam avec le gouverneur, celui qui faisait office de gouverneur à l'époque, qui s'appelait Anzé Tchungi. Gilbert Anzé Tchungi, parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent que c'est les mêmes depuis des lustres qui nous dirigent, qui tournent et qui reviennent. Donc Anzé Tchungi, déjà en 71, était ce qu'on appelle à l'époque gouverneur de l'Ouest. Alors c'est lui donc dans un procès plus ou moins faux qui condamne le camarade Ernest Wandji. Et il faut savoir que le camarade Ernest Wandji avait un petit nom, il s'appelait le camarade Émile. Il s'appelait Ernest Wandji alias le camarade Émile. Alors ce jour... Son nom de guerre quoi. Son nom de combat, il s'appelait le camarade Émile. Alors le camarade Émile est donc abattu ce jour-là. Il refuse de porter que l'on lui bande les yeux. Mais il y a une chose que les Camerounais ne savent pas, c'est que dans sa cellule, on lui fait parvenir un message, soit dit en passant, accepte de signer pour demander pardon de tous les crimes que tu auras commis. Et il répondra à celui qui lui a apporté ce document de dire fais ce que tu as fait et moi je ferai le mien parce que je serai témoin, tu seras témoin devant l'histoire. Et il faut le savoir, le camarade Émile allait fièrement sur le poteau de l'exécution parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se défendre. Parce que voyez-vous, comment deux personnes peuvent être condamnées à mort? Le camarade Émile, Ndiasseb Mathieu et Monseigneur Normand. Mais le pape qui officiait à l'époque au Vatican dit, je cite, « Je suis d'accord de la justice de votre pays, le Cameroun, condamné et tué Ndorbo, mais envoyez-moi Monseigneur. » Vous voyez que c'est une espèce de tableau, comme pour dire,
Wandji a fait ce qu'il avait à faire. Et puis il faut revenir sur l'histoire. Quand Monseigneur Ndomo est nommé évêque de Nkonsamba, il dit à l'administration coloniale camerounaise, à l'administration camerounaise à l'époque, je vais m'arranger à ce qu'il n'y ait plus de tueries. Je vais m'arranger à ce que le maquis cesse dans la zone du Mongo. C'est comme ça qu'il engage la négociation en sourdine avec le camarade Émile. Donc, personne n'est surpris aujourd'hui. Et dans une interview parue dans le Messager repris par Jeune Afrique, il dit l'État devrait lui être reconnaissante. L'État devait être reconnaissant envers le Monseigneur Ndomo parce qu'il aura fait ce que l'État n'a pas pu faire, c'est-à-dire réussir à trahir le camarade Émile pour son exécution le 15 janvier 1971. Donc l'UPC aujourd'hui, la main sur le cœur, nous disons au camarade Émile que ton âme repose en paix. Et je vais chuter en vous disant, avant son exécution, il avait dit, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les Camerounais s'apercevront que rien n'a été fait dans ce pays après les indépendances et il faudra tout, je dis bien tout, recommencer. Je vous mets à défi. Après les indépendances en 60, nous sommes en 2021. Qu'est-ce qui a été fait? Les routes, l'électricité, les hôpitaux, le Cameroun a reconstruit. Je reste quelques minutes avec vous, Benatiaye. Est-ce que cette exécution a joué sur l'UPC de manière globale? De manière globale, oui. Vous savez, l'UPC, avant d'être un parti politique ou un mouvement, respecte le leader qui était à l'époque Ernest Wandji, qui était le commandant, qui avait à l'époque réorganisé la NNK au niveau de l'Ouest, la NNK, Armée de Libération du Cameroun avec K, Cameroun avec UN à la fin. Et l'administration coloniale avait compris que la réorganisation de l'ANNK au niveau de l'Ouest était un élément que si ils avaient réussi à laisser cette ANK prospérer, l'administration devrait être vraiment mise en danger. C'est pour ça qu'il fallait des pieds et des mains. Et je félicite l'Église catholique par le Monseigneur Ndomo qui a réussi à nous montrer une fois de plus leur vrai visage. Ok. Abdelaziz Moundé, pourquoi le président Ahidjo, à l'époque, a absolument tenu à ce que Ernest Wandji soit exécuté, alors qu'à côté, il y avait d'autres condamnés à mort comme Jacep Mathieu? Est-ce qu'une peine à perpétuité n'aurait pas, Monseigneur Ndomo et les autres, pourquoi avoir absolument voulu exécuter Ernest Wandji? D'abord, il faut rétablir un certain nombre de choses. Monseigneur Ndomo ne s'est pas proclamé, il n'a pas voulu par lui-même mener une quelconque méthode. Monseigneur Ndomo, comme avec Monseigneur Thomas Mongo qui avait été commis. Voilà, des petits soucis de son avec Abdelaziz Moundé. Voilà, je vous pose la même question. Pourquoi il restait un danger? Le régime Ahidjo en 1911, on pouvait le réduire à peut-être une peine de prison à perpétuité, à vie. Pourquoi absolument l'éliminer? Permettez déjà que je revienne sur un aspect. L'assassinat de Ernest Wandji est en réalité la fin d'un processus. Voilà. Il faut très bien comprendre que le procès d'Ernest Wandji était retransmis à la radio. Voilà. C'était une volonté politique du président Ahidjo d'asseoir un message, si ce n'est une communication politique. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Deuxième élément, le responsable du peloton qui a fusillé Ernest Wandji, son nom est bien connu, c'est le général Semengue. Il faut que les Camerounais le sachent. Nous sommes dans une perspective historique. Si le président Amadou Ahidjo avait décidé de faire fusiller Ernest Wandji, la raison est toute simple. Il fallait que physiquement et symboliquement l'UPC soit décapité. Merci beaucoup. Parce que c'est le seul véritable leader qui avait, la poigne pour conduire ce moment qui était encore vivant. La preuve,
au sens des relations internationales qui montre qu'effectivement, il fallait le décès ou alors la mort d'Ernest Ouandié, c'est tout simplement que après l'assassinat de Ouandié, il y a eu des négociations avec la Chine. Et vous savez sans doute que la Chine avait apporté un véritable soutien à l'UPC. Et Amadou Ahidjo, pour matérialiser le fait que désormais avec la Chine, ce serait une nouvelle relation, une nouvelle ère, c'est ce qui a été à l'origine de la visite d'Amadou Ahidjo en Chine en 1973, soit 2 ans plus tard. Il fallait la mort de Ouandié, autant une mort physique que au sens spirituel et symbolique, qu'on puisse couper court par rapport à un mouvement qui se voulait nationaliste. Si nous sommes dans une perspective historique, essayons d'expliquer un tout petit peu de manière pédagogique au Cap. L'UPC était un mouvement nationaliste et révolutionnaire. Il était nationaliste en ce sens qu'il voulait la promotion des valeurs, des couleurs et des hommes locaux. D'accord? Révolutionnaire au sens où la structuration économique que eux ils envisageaient, c'était une structuration économique qui donnait d'abord la part belle au Cameroun. C'est en cela que ce mouvement était nationaliste et révolutionnaire. Contribuer, mettre en place la fusillade de Ouandié, effectivement, c'était mettre en place la mort d'un parti politique au sens d'Amadou Ahidjo qui ne vivrait plus. Mais je pense plutôt que en réalité le décès de cet illustre homme, d'accord, ouvre plutôt, n'est-ce pas, les pages des héros nationaux, ceux qui ont énormément lutté. Et je vais chuter en disant tout simplement ceci, que certains ne se sentent pas blessés parce que nous parlons de Ouandié aujourd'hui. Nous parlons de Ouandié en réalité pour mieux parler de Oumniobé, Mangabel et consorts. Mais l'histoire, le moment veut que nous parlions de Ouandié. Mais nous, en réalité, nous parlons de tous ces héros qui ont lutté pour le Cameroun. Voilà, nous sommes le 15 justement. Voilà, on repart à Paris. Abdelaziz Moundé, vous aviez la parole tout à l'heure. Pourquoi absolument éliminer Ernest Ouandié? Alors, tout à l'heure, je voulais tout simplement, avant, rétablir une vérité historique, quelque chose de tronqué qui a été dit sur le plateau. Monseigneur Ndokmo n'a jamais trahi personne. Monseigneur Ndokmo n'est jamais allé négocier de son propre gré. Monseigneur Ndokmo, comme Monseigneur Thomas Mongo, qui avait été approché par le pouvoir colonial français, c'est-à-dire Pierre Mesmer, pour essayer d'entrer en contact avec Ruben Oumniobé, Monseigneur Ndokmo, c'est pas la même chose concernant Ernest Ouandié. Donc il faut, et c'est pour ça que c'est très important ce que Equinox fait ce jour, mon cher Serge Alain Autou. Ernest Ouandié est héros national depuis le 27 juin 1991. Et par la loi de réhabilitation de décembre 1991, il y a une loi de réhabilitation. On devrait avoir dans les 360 communes du Cameroun aujourd'hui des rues Ernest Ouandié, des rues Ruben Oumniobé, des rues Félix Roland Moumié, en l'occurrence. C'est la loi du Cameroun qui le dit. C'est-à-dire depuis 1991. Et notamment la Cameroun Radio Télévision, média de service public, dans son rôle concernant le patrimoine, devait être en train de faire ce que Serge Alain Autou fait ce soir. Donc c'est pour cette raison que c'est très important la soirée. Et puis, ça met en lumière la question que vous posez. Le formatage des mentalités et des esprits au Cameroun commence à cette période-là, justement, à cette période de 1955, avec cette répression que systématise le pouvoir Ahidjo, où le culte du chef est consacré, le culte du chef hier, le culte du chef aujourd'hui avec le pouvoir actuel, où les figures comme celle de Oumniobé, Ernest Ouandié, sont présentées comme des figures des maquisards. Je rappelle qu'un ministre de la République, M. Jean de Dieu Momo, a traité Ernest Ouandié en allant à l'encontre de la loi de réhabilitation de 91 de maquisard, donc de criminel. Et il n'a pas été puni, il n'a pas été admonesté pour cela. Donc c'est pour cette raison que quand vous posez la question, ça renvoie effectivement à cette période. Quand il a rencontré en 1960 Nelson Mandela, Ernest Ouandié, quand il a rencontré Kwame Nkrumah, quand il a rencontré Ben Bella, quand il a rencontré Sékou Touré, c'était pour que le mouvement panafricaniste puisse consacrer dans le marbre la question de l'indépendance, de l'autodétermination et de la capacité des Africains à se gouverner, à se penser par eux-mêmes. Dans l'actualité camerounaise, aujourd'hui, il y a la question des accords dits secrets, etc. Bon, moi, je ne suis pas dans une question de fantasmagorie d'accords secrets, mais c'est le principe. C'est qu'en 2021, un pays comme le Cameroun en est encore à parler, à spéculer sur la question des accords avec un pays comme la France. Or, c'est pour cette raison précisément que Ernest Ouandié se battait, pour que les Camerounais aient la capacité de se déterminer. Tout à l'heure, j'évoquais ces travaux
comme ceux de Thomas Deltombe, Jacob Tatita, Emmanuel Doumer, Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Il y a les mémoires du général de Gaulle, du Premier ministre français Debré, que je vous invite tous à lire. Les Français ont déclassifié leurs documents. Et le Cameroun et la France, Serge Alain Autou et tous les panélistes, n'ont pas fait le travail de mémoire. L'ambassadeur Guilou nous parle de coopération. On nous parle de 145 accords de coopération et une soixantaine qui sont encore viables. Mais le Cameroun et la France n'ont jamais fait les comptes de cette période. C'est pour cette raison qu'il y a Leclerc à Bonandio et il n'y a pas Oumniobé à Bonandio. C'est pour cette raison qu'il y a la Croix de Lorraine devant l'école du centre que j'ai fréquentée à Yaoundé et il n'y a pas Ernest Ouandié. Parce que précisément dans les esprits et les cerveaux des Camerounais, Ernest Ouandié est encore perçu comme un marquisat, un assassin, quelqu'un qui a brûlé, alors même qu'on sait aujourd'hui par l'historiographie qui est disponible qu'il n'en a pas été le cas. Voilà, merci Manu Djemba. Revenons un peu à l'homme, Ernest Ouandié. On sait que c'est un enseignant à la base, mais comment on passe à révolutionnaire? Comment comprendre ce passage-là? Serge Alain, je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne pour répondre. Il y a un UPCiste là, c'est à lui que tu dois poser ce genre de questions parce que moi, si je dois un peu intervenir dans ce débat, ce serait pour dire que c'est vrai, tout le temps que j'ai eu à entendre parler de l'indépendance du Cameroun, il y a des figures qu'on a toujours présentées, c'est vrai. Ce sont des figures marquantes, mais une lutte indépendantiste, c'est pas que ces figures-là. Il faut le savoir. Moi, je connais les médecins camerounais, on appelait ça les médecins africains, qui ont fait, qui ont mené des actions extraordinaires pour passer les maquisards ou les terroristes, selon le qualificatif que vous voulez, sur toute cette dorsale-là de l'Ouest, pour les exfiltrer, pour qu'ils viennent à Douala, ainsi de suite. Il faut que les historiens comme Eric fassent le travail de recherche pour se dire qu'il y a des héros de l'ombre qui existent, des médecins camerounais, ils ont existé, ils ont fait ce travail, mais personne ne s'est occupé d'eux. Il y a eu des clercs, parce que c'était pas des fonctionnaires, c'était des aides fonctionnaires, des clercs dans les administrations camerounaises, qui quelquefois détenaient des informations de première main qu'ils donnaient aux UPCistes pour qu'ils ne soient pas arrêtés au moment où ils organisaient des réunions dans les cellules des quartiers. À Bonadi, par exemple, où moi j'ai passé mon enfance, le quartier à la petite semaine était toujours quadrillé. Demandez à Ekan Yanissé, il va vous dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Quand il quadrillait le quartier, il n'arrêtait que le menu fouettin, mais les grands était déjà parti, parce que c'est là où j'ai connu Tanque Noé, qui était, c'est un de tes camarades. Tanque Noé, c'était un photographe, moi je le connaissais, on l'appelait Papa Noah, il m'a photographié quand j'étais gosse. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont lutté pour que le Cameroun soit indépendant et surtout soit autodéterminant. Ces gens-là, les gens comme Yumi, doivent faire des recherches pour les réhabiliter. Je ne dis pas que Ouandié ou Youmiobe, ainsi de suite, mais je ne crois pas que c'était une poignée de gens qui luttaient pour l'indépendance du Cameroun. Il y a beaucoup de héros, il y a beaucoup de choses qui sont passées. S'il vous plaît, n'allons pas à l'émotion. Aujourd'hui, si on veut que l'histoire du Cameroun soit rétablie, dites-vous bien qu'il y avait des chaînes de lutteurs partout. Vous comprenez? Okay. Il y a même eu des efforts de guerre, comme aujourd'hui au Nozo, excusez-moi d'en parler comme ça, c'est-à-dire des gens qui contribuent pour un effort de guerre. Les UPCistes en ont bénéficié, mais personne ne parle de ces gens qui ont contribué pour l'effort de guerre. Vous croyez que M. Ouandié avait beaucoup d'argent pour voyager à gauche et à droite? Non, il y a des Camerounais qui se sont donnés, qui ont mis à contribution leurs moyens pour que les choses se fassent. Donc, notre histoire est à faire, mais elle n'est pas à faire uniquement pour les héros,
ou les zéros, je ne sais pas. Mais elle est à faire pour tous ces gens-là, pour que notre histoire soit une histoire vive et vivante. Parce qu'il y a eu des gens et il y en aura toujours. Voilà, Bernard Thiaye, comme dit votre camarade à vous, à l'époque, Henri Tekwe, dans une tribune, a dit que l'arrestation de Ernest Ouandié 10 mois après l'indépendance du Cameroun français, il faut le dire, c'est-à-dire le 1er janvier 60, l'arrestation d'Ernest Ouandié était considérée comme un véritable cadeau pour le président Ahidjo. Je vous ai dit tout à l'heure que le président Ahidjo avait fait comment je peux dire ça, comment je peux dire ça, Ahidjo avait fait de la mort de l'UPC son premier cheval de bataille. Et il fallait qu'il prouve à l'administration qui vient de débarquer le premier ministre Mbida pour lui mettre à cette place qu'il méritait et qu'il était à sa place. Et il fallait qu'il leur donne un trophée. Et le trophée le plus beau avait été de tuer le dernier leader de l'UPC qui était très en verve sur le terrain au niveau de la réorganisation. Non, vous avez posé une question de savoir comment qui de révolutionnaire... Oui, allez-y donc, d'enseignant. On est patriote, on est révolutionnaire, on est panafricaniste. Ça ne s'enseigne pas. C'est comme disait quelqu'un, permettez-moi de le paraphraser, un musicien qui disait la musique pour nous est sanguinaire. C'est-à-dire que on n'enseigne pas le panafricanisme, mais on est panafricaniste. Parce que Ouandji a écrit un livre après le décès de tous ses camarades. Pourquoi doit-on continuer à combattre? Il a écrit un livre. Mais l'écho de ce livre au niveau de l'arrière-pays a fait en sorte qu'ils comprennent qu'il faut éduquer et donner de la bonne éducation aux camarades qui sont restés dans le maquis, qui n'attendaient que quelqu'un pour dire « je suis avec vous, allons de l'avant ». Il était, il faut le citer, directeur de l'école publique de New Bel-Bamileke, très jeune, à 28 ans, directeur de l'école publique de New Bel-Bamileke. Et cette éducation, il faut savoir qu'à cette époque, être directeur d'école publique, ça ne courait pas les rues. Et les Blancs, quand on voyait un directeur d'école publique, on comprenait en lui quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un d'instruit. Et il fallait absolument le coopter vers eux, ce qui était absolument impossible. Le nationalisme ayant rattrapé le camarade Émile, il s'est mis donc à travailler avec les camarades de l'époque. Et bienvenue, je le dis bienvenue parce que mourir pour son pays, c'est la meilleure des morts. Mourir pour sa patrie, c'est la meilleure façon de verser son sang. Le camarade Émile l'a mérité et que son âme repose en paix une fois de plus. Mais je ne vais pas sortir sans dire à mon camarade, non, l'UPC ne s'approprie pas, je veux dire... C'est votre camarade? C'est une façon de parler. Non, c'est pas mauvais. L'UPC ne s'approprie pas la primauté ou bien la primeur des événements historiques. L'UPC sait, et vous l'avez si bien dit, que dans l'ombre, il y a des fourmis qui ont travaillé pour qu'émergent les personnages figures. Donc, il faut le reconnaître, l'UPC le reconnaît, et l'UPC a toujours travaillé à son temps avec d'autres figures pour que, n'est-ce pas, mais malheureusement à cette époque, seuls les leaders de l'UPC étaient mis en avant, raison pour laquelle on peut malheureusement penser que l'UPC était même, c'est comme ça, comme disait quelqu'un, la nature ayant horreur du vide, c'est l'UPC qui était devant à cette époque. Voilà, Manu Djamba, oui. Oui, je prends la parole avant lui. Oui, allez-y. En fait, c'était pour contester un tout petit peu ce qu'il a dit. Il a dit qu'on n'apprend pas, on apprend. Il faut aussi toujours dans cette histoire-là savoir qu'on ne se fait pas seul. Tout à l'heure, on a parlé de la Chine, on aurait pu parler de l'Algérie, on aurait pu parler de la Guinée, c'est-à-dire des pays qui étaient, entre parenthèses, tiers-mondistes, et qui ont contribué à cette liste-là, à cette lutte-là. Mais il y a mieux. Il y a eu le mouvement syndicaliste au Cameroun, et ce mouvement syndicaliste-là a été porté par les Français. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que même si nous avons une aversion pour ces gens-là, il y a toujours quelque part des gens, ils sont peut-être français, mais qui luttaient pour que d'autres peuples s'émancipent. Oui. Et moi, par exemple, mon père a été l'un des premiers cheminots du Cameroun, chef de gare, ainsi de suite. Et donc, quand on parle des événements de 1955, mon père a été bien payé pour cela parce qu'il a raté la promotion d'aller en Europe par rapport
au fait que pendant les grèves de 1955, ils étaient des meneurs. Et ces meneurs-là, où est-ce qu'ils ont appris à... comment dire ça, à contester le pouvoir en place? C'est parce que des syndicalistes français de la CGT étaient au Cameroun et c'est eux qui les ont aidés à avoir des outils de contestation, des outils intellectuels. On ne naît pas uniquement intellectuel, on apprend aussi à être intellectuel et ils ont été à bonne école. Et je peux même vous dire une chose, les gens d'il y a 50, 60, 70 ans étaient plus intelligents que ce que moi je vois aujourd'hui parce que c'est des gens qui étaient extraordinairement bien formés. C'est-à-dire, ils étaient formés politiquement, ils étaient formés syndicalement, ils étaient formés socialement et même à l'école. Ils étaient très bien formés. Donc, s'il te plaît, ne refute pas cela. Les Ernest Ouandié ont été à très bonne école, les Moumier, c'est des gens qui ont fait d'excellentes études, mais ça ne venait pas du terroir, c'était pas notre culture, c'était peut-être la culture des autres, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis un produit étranger, je ne m'en cache pas, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'amour de mon pays. J'ai l'amour de mon pays et je me battrai jusqu'au bout pour ce pays. Voilà. Voilà, Éric Yombi, Ernest Ouandié, depuis 91, héros national. Oui. Ça traduit quoi? Vous avez posé une question vraiment. Je m'en voudrais de partir d'ici. Ah, ça répond, hein? Oui. D'enseignant à révolution. Ouais. Comment s'est passé là? Je pense que vous avez donné une ébauche. Il se passe qu'avec la conférence de Brazzaville de 1944, oui, les ouvertures qui sont faites dans les espaces de domination française sont d'abord des ouvertures au sens syndical. C'est-à-dire qu'on permet évidemment aux personnes de syndiquer. Absolument. Alors Gaston Donat arrive au Cameroun, c'est lui donc qui assure la formation syndicale. D'accord, de ces différents leaders, c'est-à-dire Oumniobé, Ouandié et consorts. Ce qui fait donc que le creuset politique plus tard viendra du monde syndical. Parce qu'ils ont eu la formation. L'avantage donc que Ouandié a, c'est qu'il est enseignant, il est au contact des réalités du terrain. Donc ça signifie qu'il porte déjà quelque chose, complété de sa formation, évidemment, de syndicaliste. Forcément, on comprend qu'il soit révolutionnaire. Par rapport à la question que vous posez, ne tombons pas dans un piège. On ne peut pas faire le débat aujourd'hui sur Ernest Ouandié sans mettre en parallèle ou alors en perspective la domination coloniale française. Vraiment, ce que notre analyse manquerait d'épaisseur. Et il y a toute une trajectoire, il y a toute une construction qui fait que la fusillade de Ouandié, l'assassinat de Ouandié, ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais ça entre dans une logique de domination. 1944, je le disais tantôt, la conférence de Brazzaville, avec la volonté du général de Gaulle de dire qu'il n'y aura pas d'ouverture, mais plutôt un espace fermé, en réalité la création d'un précaré français. C'est ça la réalité. Une année plus tard, 1945, il y a la mise en place du franc CFA. D'accord? Et arrive par la suite 1958 Amadou Ahidjo qui devient président de la République. D'accord? Devenant président de la République, il y a déjà l'UPC qui a vu le jour en 1955 et qui conteste qui conteste le pouvoir d'Amadou Ahidjo et qui entre en clandestinité en 1955. Alors donc on combat un mouvement qui a un autre discours, qui a un autre projet politique. Et le fait donc d'enlever la vie à Ouandié, en réalité, c'est d'enlever une perspective de Camerounais qui voudrait installer autre chose que ce que Amadou Ahidjo avait décidé de mettre en place. Voilà. C'était un combat politique, il faut bien le comprendre. Donc il ne faut pas détacher la volonté d'Amadou Ahidjo couplée à la volonté coloniale de mettre en place un espace de domination. Donc ne lisons pas Ouandié en 15 janvier 71 comme un phénomène singulier, non. Et de là, qu'est-ce que nous comprenons? Il faut bien comprendre, et tel que nous l'avons dit aujourd'hui, le Cameroun a du mal à enseigner ses figures, ses héros.
Ce qu'on nous enseigne plus aujourd'hui, c'est le général de Gaulle chez la fougère. Voilà ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Alors, dans tout cela, nous sommes dans une sorte d'amnésie, une sorte d'errance historique qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes. Et je ne suis pas contre vous. Lorsque vous dites que vous êtes un produit étranger, je ne me sens nullement gêné. Mais la vérité des faits, c'est que nous devons fabriquer une génération qui prend des repères et des référentiels sur elle-même. C'est ça le vrai débat. Et qui prend conscience. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'UPC, dans son combat, on a bien senti qu'il y avait deux choses importantes, l'identité politique. D'accord? Et la prise du pouvoir pour implémenter, matérialiser son projet politique. Alors, malheureusement, nous sommes dans une amnésie et c'est pour ça que je dis dans mon livre, le 6e, le Cameroun dans la géométrie des relations internationales, nous avons commis le péché de ne pas préparer un autre imaginaire pour renverser l'imaginaire existant qui est d'abord un imaginaire colonial. Voilà. Je vais ajouter un petit mot. Oui, juste une minute. C'est pour ça que les adeptes de Joula, quand ils instrumentalisent notre Assemblée nationale, ils s'arrangent à ce que M. Amadou Ahidjo soit aussi élevé au titre d'héros national. Nous, l'UPC, on n'accepte pas ça. Tu ne peux pas être celui qui a tué hier, comme disait quelqu'un, comment on dit pour les sapeurs-pompiers là, un pyromane. Un peu pyromane. Et aujourd'hui, on fait de toi un héros national. Non, Amadou Ahidjo ne sera jamais héros national. C'est vous qui décidez? l'UPC. C'est l'histoire qui juge. Et c'est l'histoire qui juge. C'est vous qui avez décidé pour les autres? Non, c'est l'Assemblée nationale qui est plein des adeptes qui ont décidé que... On va prendre avant le journal, on va prendre quelques minutes seulement. Abdelaziz Moundé, avant le journal. Votre mot? En quelques secondes. Oui, vraiment, en quelques secondes, ce que je voudrais dire, on a bien fait d'insister sur cette question des roses. Je rappelle qu'à Douala, sur la pagode, est plaquée la rue de la Motte-Piquet. C'est-à-dire qu'on est en train de parler ce soir d'Ernest Ouandié, et à Douala, sur la pagode, la rue, c'est la Motte-Piquet. Et c'est très bien que M. Youmbi ait fait cette rétrospective justement sur le mouvement national. Je voudrais dire à mes frères et sœurs camerounais que ce n'est pas Gaston Donat uniquement qui a formé les Camerounais. J'ai ici à Paris une documentation d'un certain nombre de pétitions qui sont envoyées par le Camerounais à partir de 1922 à la Société des Nations en France. Donc entre 1926 et 1946, les Camerounais envoient des pétitions. Quand on crée l'UPC en 1948, tous ceux qui sont au bar, Sierra, à Dabassa, à Douala, ne sont pas tous de l'incubateur de Gaston Donat. Donc il faudrait également qu'à ce niveau, que les Camerounais puissent connaître leur véritable histoire. Vincent Ganti, qui portait les revendications d'un certain nombre de chefs Douala et Sawa en France, ne portait pas des revendications de syndicalistes qui avaient été formés par la CGT. Donc il y a un arrière-plan raconté par Rachid Mbembe dans la naissance du mouvement nationaliste camerounais à partir de 1920. Il y a un arrière-plan dans le sud Cameroun, chez les populations Yévol, chez les Boulous, justement dans ce creuset de l'émancipation nationaliste camerounaise. Donc je pense que le cas d'Ernest Ouandié jette une lumière crue sur la naissance, les prolégomènes de ce nationalisme camerounais qu'il faudra revisiter et qu'il faudra inscrire dans les cours d'histoire. Merci, mesdames, messieurs. Dans un instant, donc, ce sera le 20h de Nadine Yam. Bonsoir. Deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités Abdelaziz Moundé depuis Paris, Manu Djemba ici en plateau à Douala, Bernard Tchaye de l'Union des populations du Cameroun, voilà, toujours rouge et noir, Éric Yombi, et il va nous en rejoindre sur ce plateau, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Voilà, Sylvestre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, merci de m'accueillir sur votre plateau. Voilà, Sylvestre Hippolyte Zangaou, je l'ai dit. Abdourahmane encore frappé, c'est ce qu'on doit dire, on doit retenir. L'homme de frappe sèche dans le football camerounais, Abdourahmane Amadou Baba, décidément, s'il y a eu une validation des processus électoraux à la Fédération camerounaise de football, il a été de tous ses coups, Abdourahmane Amadou Baba. Il prend du plaisir à faire ça, Abdourahmane. C'est un acteur du football qui pas l'injustice, qui reste dans la revendication des droits, parce que s'il va au TAS et que si les affaires qu'il amène par devant le TAS sont jugées en sa faveur, ça veut dire que le droit est de son côté. S'il y va, ça veut dire qu'il estime que le droit a été bafoué à un moment donné dans une certaine procédure, dans un processus électoral. C'est le cas encore avec
ce qui s'est passé ce jour au tribunal arbitral du sport, où on a cette invalidation de l'ensemble processus électoral qui a conduit en 2018 à l'élection de Seydou Mboumbou Ndoye à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous avez dit dans le journal de Nadine Yambou tout à l'heure, on s'achemine vers un 3e comité de normalisation. Et le Cameroun qui est en train de... Ça ne fait pas bonne image pour le Cameroun. Le Cameroun qui est en train de s'adjuger la Palme d'Or en ce qui concerne les comités de normalisation. On va là vers le 3e, le premier qui avait été présidé par un éminent juriste, le professeur Joseph Owona. Le second, notre homme de droit, maître Dodo Napi. Le 3e, est-ce que ce sera un acteur politique? Est-ce que ce sera un acteur de football? Est-ce que ce sera toujours un juriste? On dit jamais 203. Hein. On verra bien, mais tu dit que c'est inévitable aujourd'hui. Hein. On aurait pu éviter cette situation si le TAS avait donné un avis favorable à la requête des plaignants de voir revenir aux affaires le comité exécutif qui avait été élu en 2009. Mais le TAS a dit non à cette initiative. Ça veut donc dire que la FIFA va prendre ses responsabilités et mettre sur pied un 3e comité de normalisation. Voilà, c'est Versi Pelete Zangarou. Donc demain, c'est le coup d'envoi du CHAN. Qui va représenter la FECAFOOT demain? Ben écoutez, on attend tous de voir. Vous savez, le Cameroun est un pays parfois qui peut s'inscrire dans le registre de la particularité. Donc peut-être on dira comme on le dit trivialement, au Cameroun, à cette décision du tribunal arbitral du sport, ça commencera d'abord par ce soir. Vous savez qu'au moment où nous sommes en plateau, il y a un banquet offert à l'occasion de ce qui va se passer demain. Il y a des officiels qui sont à Yaoundé, le président de la FIFA, etc. Il y a tout un protocole qui a été mis sur pied, l'arrivée des personnalités. Bon, ce qu'on constate ce soir, c'est que protocolairement, le nom du président de la Fédération camerounaise de football ne figure pas sur cette fiche depuis la décision du TAS. Il n'y a pas son nom. On est à Fumban là. Il n'y a même pas, parce que là, on vous parle de l'arrivée de X, l'arrivée de Y, personnalité après personnalité. Oui. On est là dans le football. Donc, en principe, l'arrivée du président de la Fédération camerounaise de football devra figurer, mais elle n'y figure pas sur cette fiche ce soir. Et ceci après cette décision du tribunal arbitral du sport invalidant son l'élection de Seydou Mboumbou Ndoye comme président de la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qui se passe? La CAF n'a pas de président pour l'instant. C'est Constant Omari qui dirige les troupes. La FECAFOOT également. C'est quoi dans le milieu du football? Il se passe que ces deux cas de figure, certes, on a là des présidents qui sont mis à mal, mais ces deux cas de figure, la Confédération africaine de football, on parle des affaires de corruption, etc. Au niveau de la Fédération camerounaise de football, on parle des tests qui ont été violés, et donc on est dans deux cas de figure. Mais tu as dit que ces deux institutions qui, certes, travaillent ensemble, mais qui sont mises à mal, Seydou Mboumbou Ndoye était pourtant cette mi-journée au palais de l'Unité à Yaoundé, avec dans la suite du président de la FIFA. Ils ont été reçus avec le président de la CAF par le président de la République, Paul Biya. À ce moment, il était loin de savoir, même si on savait que cette décision était attendue aujourd'hui, mais vu l'attitude qu'affichait la Fédération camerounaise de football ces derniers temps, il ne donnait pas de ce côté de Tinga l'impression d'être inquiété par cette sentence qui leur est défavorable aujourd'hui. Donc, on peut bien imaginer dans quel pot il se trouve en ce moment Seydou Mboumbou Ndoye, protocolairement demain, en principe, demain samedi, au coup d'envoi de la compétition, le président de la Fédération camerounaise de football a un rôle majeur à jouer, mais statutairement aujourd'hui il n'a plus de qualité, il n'a plus de droit de citer. Qu'est-ce qui va se passer? On verra bien. Sylvestre, on a un problème. Demain. Pourquoi on est tenté de dire que pourquoi avoir attendu la veille? Est-ce que c'est pas pour mettre en mal le comité d'organisation? Pas forcément. Il faut qu'on rentre, pour qu'on comprenne, pour qu'on réponde aisément à votre question, il faut qu'on rentre dans l'esprit des procédures au tribunal arbitral du sport qui, quand même, se revendique une certaine souveraineté dans la gestion de ces affaires. Cette décision qui intervient aujourd'hui était normalement, initialement prévue arriver le mois dernier au tribunal arbitral du sport. Je ne peux pas savoir si ça a été fait sciemment ou pas, a décidé à ce moment-là de reporter cette sentence à ce jour. Elle tombe aujourd'hui. Il y a cette coïncidence qui saute à l'œil avec ce qui va démarrer demain cet événement majeur au Cameroun qui est le CHAN. Donc c'est une décision inédite et puis troublante qui bouleverse, Nadine Yambou l'a dit en titre tout à l'heure dans son journal, c'est une décision bouleversante pour la Fédération camerounaise de football. Tout a été fait pour ce qui est des sponsors qui relèvent de la responsabilité de la Fédération camerounaise de football. Tout ça a été signé par Seydou Mboumbou Ndoye. Est-ce qu'il va falloir apporter des correctifs et des amendements sur tout ce qui s'est passé? Mais Seydou Mboumbou Ndoye
cas, n'ayant plus cette qualité de président de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, il y a des conséquences qui peuvent en découler. Il y a beaucoup d'actes qu'il a pris alors qu'il était président de fait, on peut le dire aujourd'hui, de la Fédération camerounaise de football, qui peuvent eux aussi être attaqués aujourd'hui. Donc, on a une affaire qui peut déboucher sur une autre panoplie d'affaires. Attendons seulement, on verra bien ce qu'il va se passer. Il y a des gens qui sont contents par rapport à cette décision ce soir? Forcément qu'il y a des gens qui sont contents. Ceux qui sont allés par devant le TAS se plaindre de la violation des tests dans le processus électoral à la Fédération camerounaise de football qui en 2018 a donc abouti à l'élection de Sédou Mbomodou à la tête de cette fédération. Donc oui, le camp d'Abdourahmane Amadou Baba, Olympique Menganga et consorts, donc c'est ce groupe-là qui est allé... et du côté de la Ligue de football, c'est ça ma question. Du côté de la Ligue professionnelle du Cameroun, oui. Semengue, vous voulez faire allusion à Semengue? Non, oui. on parlait du maquis, si vous parlez de la Ligue professionnelle du Cameroun, forcément elle est représentée par quelqu'un qui est Pierre Semengue, son président. Oui, on peut dire que Pierre Semengue ce soir peut-être se dire que ça aurait pu être évité, parce que vous savez que tout part de quoi? Bon, ce n'est pas forcément lié, mais lorsque vous avez dans un même tribunal des affaires, parce que la FECAFOOT avait 3 affaires qui la concernaient au TAS. Il y avait l'affaire LFPC contre FECAFOOT, ou alors FECAFOOT contre LFPC, parce que c'est la FECAFOOT qui a traîné la LFPC au TAS, où elle a été déboutée. Il y a l'affaire New Star de Douala, Fédération camerounaise de football. Et il y avait cette affaire qui concernait l'invalidation du processus électoral. Les 2 premières affaires, le TAS a débouté la Fédération camerounaise de football, qui, au lieu de s'inscrire dans l'application de ces décisions du TAS, les a plutôt attaqués par devant le tribunal fédéral suisse, qui est le seul à avoir la qualité de remettre en question une décision prise en matière de sport par le tribunal arbitral du sport. À ce moment, les gens commencent à se poser des questions, mais est-ce que cette fédération camerounaise de football sait où elle va? Vous avez une institution qui rend une décision, vous ne la respectez pas, et vous savez qu'il y a une affaire peut-être qui peut vous mettre plus à mal que ce verdict qui a été rendu, qui est pendant par devant le même tribunal arbitral du sport, et que vous refusez d'appliquer cette décision. Alors, est-ce que on peut soupçonner le TAS d'avoir été revanchard? Mais non, lorsque vous lisez la décision, le droit était tout simplement dit à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui de voir par quel bout elle va prendre cette décision. Mais ça fait quand même 3 affaires, la FECAFOOT est toujours tombée. 832 millions de francs CFA de la bouche de Sédou Mbomodou, lui-même président de la FECAFOOT, qui s'indignait de toutes ces dépenses-là depuis 2013. La FECAFOOT ne fait que ça, dépenser de l'argent dans des procédures. Quand ce n'est pas sur le plan national, c'est sur le plan international, tribunal arbitral du sport. Et très souvent, cette fédération camerounaise de football, elle est déboutée. Même lorsque c'est elle qui va se plaindre d'un de ses membres, de ses démembrements au niveau de ces institutions, elle est déboutée. Et c'est beaucoup d'argent qui est dépensé. 800 millions, près d'1 milliard de francs CFA pour les footballeurs qui n'arrivent pas, qui n'ont pas de salaire. Ils jouent un championnat qui, entre guillemets, est qualifié de championnat professionnel, mais où même les 50 000 francs CFA qui leur sont promis pour ceux qui sont en deuxième division, ils ne les ont pas. Les 100 000 francs CFA promis à ceux qui sont en première division, ils ne les ont pas. Mais qu'ils s'apprennent qu'on dépense près du milliard de francs CFA pour des affaires parfois qui ne dépendent que d'un gentleman agreement. Parce que tout à l'heure, vous avez écouté au journal de Nadine Yambou qui me faisait l'honneur de me recevoir en qualité d'invité. J'en appelais à la réconciliation des acteurs de football camerounais, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des procès qu'on aurait pu éviter. Tout simplement. Parfois, ce sont des égos, etc., qui amènent à cela. Et aujourd'hui, le football se retrouve, on focalise des énergies dans des procédures, alors que ces énergies devraient être focalisées dans le développement, travailler pour le développement du football au Cameroun. Voilà, merci Sylvestre Hippolyte Zangaro. On n'oublie pas le grand rendez-vous, c'est demain. Le grand rendez-vous, c'est demain. Equinox Télévision, toujours fidèle de ces grands rendez-vous, surtout sportifs. On sera là avec une édition spéciale consacrée à ce championnat d'Afrique des Nations. Mais ça commence dès ce soir. C'est vrai qu'on sera toujours dans le format Horizon Sport, même si c'est le plateau 100% foot qui va nous accueillir ce soir. Mais on commence une veille d'armes. On sera déjà dans l'esprit de ce programme spécial-là dès ce soir, Serge Alain. Voilà, merci Sylvestre d'être passé une fois de plus chez nous. Et qu'il en soit. Vous avez eu, ça fait beaucoup de boulot, vous étiez au journal, et qu'il en soit, et on va vous revoir tout à l'heure sur le plateau spécial. Tant que nos téléspectateurs sont servis, écoutez, nous sommes heureux. Ok, merci Sylvestre Hippolyte Zangaro. Voilà, un mot sur ce qui se passe? C'est à regretter, parce que le footballeur lambda qui
qui se tue tous les jours au soleil pour, soit dit en passant, jouer le football qui devrait être sa passion, se trouve aujourd'hui mêlé entre les combats de géants FECAFOOT, LFPC, FIFA, TAS, et dans tout ça, les salaires ne sont pas payés. Nous le regrettons amèrement. Alors que ce football, ce gouvernement qui est en place a tout gagné grâce au football, a eu les plus grandes lettres de noblesse grâce au football. Vraiment, il est temps, comme a écrit Adolphe Papi Doumbé, paix à son âme, la récréation doit se terminer. Manu Djemba. Oui. Ce qui arrive. Ce qui arrive. Plus, ce qui arrive, c'est dans la norme des choses. Il n'y a même pas à s'étonner. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on ne dit pas le droit. Oui. Il y a beaucoup de juristes, il y a beaucoup de gens qui... Il y a même beaucoup trop de facultés de droit. Mais personne parmi ces gens-là ne veut tenir compte du droit. Bon, maintenant, là, c'était une petite parenthèse, un petit commentaire comme ça. Mais moi, mon problème, c'est que... Oui, je reviens dans mes amours en tant qu'ancien footballeur et maintenant directeur d'une rédaction d'un journal de sport. Avec une ambition, faire en sorte que le football reprenne ses droits parce que les gens qui sont... les dirigeants de notre sport roi, ce sont des imposteurs. Il y a une imposture extraordinaire dans cette histoire-là qui veut qu'aujourd'hui au Cameroun, je ne connais pas, moi, Manu Djemba, un seul nom d'un joueur de football. C'est une histoire extraordinaire. À qui la faute? Mais je connais beaucoup d'acteurs du football qui sont des dirigeants. Mais vous ne connaissez pas ceux qui font les footballeurs? Aucun. Je te défie de me citer un ou deux joueurs que tu connais, même dans l'équipe qui va jouer à partir de demain. Jacques Zoua. Jacques Zoua. Comment non? C'est un ancien pro qui revient. Mais attends, c'est un vieux cheval de retour. Il est dans l'équipe. Ah, ce monsieur. Oui, il a rétrogradé. Oui, il a rétrogradé. Il a manqué d'équipe. Bon, maintenant, cite-moi des joueurs qui jouent localement, qui sont là-dedans. Personne ne les connaît. Mais je suis sûr que tu peux me citer 10 000 personnes qui sont dans cette espèce de mangeoire, puisque c'est le terme consacré dans ce pays. Mais alors, à partir de là, on attend quoi? On n'aura rien. On n'aura rien. Ce journal-ci a l'ambition de parler du football, du sport. Vous dites on n'aura rien, ça veut dire quoi? On ne va pas remporter le CHAN, c'est ça? Non, mais le CHAN, c'est, comment dire ça, c'est anecdotique. Et on va tourner la page du CHAN. Encore que moi, j'attends du CHAN qu'il soit une petite vitrine, comme je l'ai dit dans l'éditorial. Et cette petite vitrine-là doit nous faire basculer vers la CAN, c'est-à-dire les imperfections, les erreurs, tout ce qui va avoir lieu et qui ne marchera pas aujourd'hui, nous servira à améliorer le produit dans un an. C'est ça. Mais le CHAN ne m'intéresse pas, la CAN ne m'intéresse pas, parlant du football camerounais. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est que les footballeurs soient au centre des préoccupations des gens et pas des gens venus de je ne sais pas moi où, c'est eux qui sont connus. Moi, je peux te citer 10 000 dirigeants, je ne les ai jamais vus. Mais chaque fois que je tends l'oreille, j'entends parler de monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel. Ils sont en train de ferrailler. Certains même passent avec des grosses voitures, ils roulent les mécaniques et tout. Enfin. Et le football, il est où? Ok. Merci. Voilà. Eric Yombi, comment vous regardez tout ce qui se passe? Ces véritables coupérelles qui tombent sur la tête des dirigeants de la FECAFOOT à la veille du CHAN que le Cameroun accueille. Le Cameroun a ce qu'il mérite. C'est aussi simple que ça. Nous avons débattu là-dessus, la question de l'identité, tout à l'heure, ce que nous sommes. Nous avons, et c'est l'une des choses que nous pourrons retenir, le Cameroun a eu une trajectoire dans le faux, au sens où ceux qui avaient lutté, qui avaient un programme noble et qui avaient une assise, parce que l'administration coloniale nous a bien dit qu'il y avait 420 comités de base de l'UPC qui avaient été créés autour des indépendances. Comment se fait-il que le parti le mieux implanté n'a pas pu prendre le pouvoir? Alors, le Cameroun est dans une logique où il y a quelques-uns qui sont des privilégiés, c'est eux qui ont tout.
Et par ailleurs, nous sommes dans une situation où lui ou chacun ayant leur privilège ne veulent rien abandonner. C'est pas la population le sort des gens qui les intéressent. On est là pour la reproduction d'une élite. Elle doit toujours s'embourgeoiser. Et autre chose que nous avons hérité de ce que nous sommes, de ces idiomes-là, c'est tout simplement que nous avons du mal à parler avec nous-mêmes. Les Camerounais ont du mal à négocier, à discuter, à se mettre autour d'une même table, se regarder les yeux dans les yeux et discuter des différents problèmes de ce qui fait mal. Vous voyez, aujourd'hui, on s'imagine qu'en allant au TAS, d'accord, on va rétablir la justice, évidemment. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, des gens n'arrivent pas à s'asseoir. Mais ce monsieur qui se nomme Abdourahmane, que je ne connais pas, mais d'où vient-il que ce troublion, de temps en temps, il apporte du vent, il apporte la tornade? Mais si tant il est vrai qu'il a ses capacités, qu'il soit à l'endroit, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais garçon. J'ai dit tout simplement que c'est celui qui essaye d'apporter quelque chose pour que le droit soit dit. Si tant il est vrai qu'il peut, mais qu'on s'asseye et qu'on lui demande ses propositions pour que cette affaire qui fait honte à tous les Camerounais, parce que ça fait honte il a à tout été le monde. secrétaire général de la Fédération camerounaise de football au temps de Iya Mohamed. Hein. Alors, donc, si aujourd'hui les Camerounais peuvent s'asseoir et une fois pour toutes se regarder et se dire ça suffit, ce spectacle véritablement honteux qui dure depuis des années, qu'enfin vraiment que ceci soit réglé. Voilà, Abdelaziz Moundé, vous également votre regard sur ce qui se passe au Cameroun, cette nouvelle qui abat les membres de la Fédération camerounaise de football, le TAS qui annule tout le processus qui a conduit à l'élection du bureau de la FECAFOOT dirigé par Seydou Mbomodjoa. On est à la 3e normalisation, donc ça veut dire qu'il y a eu 2 normalisations. Enfin, qu'est-ce qu'on a normalisé? Je pense que les mots n'ont plus de sens chez nous. C'est-à-dire que si vous avez fait 2 normalisations et que les résultats ne soient pas au rendez-vous, eh bien, il faudrait qu'on s'interroge. Le comité Joseph Oona et puis le comité de Maître Api ont été chargés, effectivement, de mettre à jour un certain nombre de dispositions qui étaient querellées et qui étaient contestées. Deuxièmement, c'était sur le plan managérial. Dans notre pays, et je pense qu'un des panélistes l'a dit, avant, il y avait la passion, la ferveur du football. Que le président Gimbous, Ava, Ngassa Api, Zundia Claude, paix à son âme, paix à leurs âmes. Il y avait des footballeurs. On connaissait Ngoudou, on allait voir Eboué Jean-Daniel, Mabouan Kessa, qui était meilleur buteur Paneben, Oumban Penda. Il y avait une effervescence. Elle n'existe plus. Vous avez des équipes comme Stade de Renard de Melon ou UMS de Loum, où les joueurs sont des sortes de mercenaires qui ne sont pas fixés dans ces endroits-là. C'est-à-dire que même les sortes de mercato locaux qui animaient généralement le championnat camerounais ne sont plus au goût du jour. La conséquence, c'est que vous avez des apparatiques, vous avez des personnes qui n'ont rien à voir avec le football qui deviennent des responsables du football camerounais. Pour une raison simple, c'est que c'est une poule aux œufs d'or. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde à avoir gagné des trophées parfois sans s'entraîner. Souvenez-vous de 90. On a fait un exploit. Tout le monde s'attendait à ce qu'en 90, Maradona nous écrabouille. Mais le Cameroun a commis un exploit. Ça nous a surpris nous-mêmes. La dernière CAN que le Cameroun a remportée, avec des superbes buts pharaoniques d'Aboubacar Vincent et de ces jeunes-là, eh bien, on a été surpris. Là, on s'avance vers un championnat d'Afrique des Nations avec Serge Alain Autou, des stades qui devaient être livrés depuis 2011 dans le cadre du programme national de développement des infrastructures sportives, dont le ministre Augustin Edouard et le premier ministre de l'époque, Yan Philémon, avaient signé contractuellement avec les entreprises chinoises au Hilton Hotel. Aujourd'hui, on en a encore à chercher l'argent. L'entreprise française, Fayol, est en train de chercher les sous pour compléter le financement du stade d'Olembe. Donc voilà la réalité de notre pays. C'est-à-dire que le bricolage, ceux qui n'ont pas de voix au chapitre sont ceux qui en profitent. Et puis, tout à l'heure, M. Manu Ndiemba l'a dit, on ne connaît pas les footballeurs. On ne connaît plus les footballeurs. Donc, ceux qui font le travail sur le terrain ne sont pas ceux qui sont privilégiés et ceux qui sont les stars, comme jadis au Cameroun. Donc, je pense qu'on va vers une 3e normalisation. J'ai vu un homme politique jeune qui se présente déjà comme candidat pour la normalisation, alors qu'il y a dans le milieu footballistique camerounais des gens impressionnants de qualité et de talent, qui peuvent prendre en main les affaires du football, un peu comme ça se passe en France, un peu comme ça se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, des pays qui sont proches de nous, où des footballeurs,
des gens qui sont dans le mouvement sportif ont appris à manager leurs affaires, donc à normaliser leurs affaires. Ceux qui viennent, les entrants, les nouveaux impétrants qui viennent dans le monde du football vont nous amener à une 4e normalisation au Cameroun. Parce que notre pays, Eric l'a dit tout à l'heure, Yombi l'a dit tout à l'heure, n'a pas pensé, il y a beaucoup d'impensés camerounais sur différents plans, en termes d'identité. Mon cher Serge Alain Autou, on a fait un forum en 1985 intitulé « Un colloque » qui a réuni tout le Gotha camerounais. C'était sur l'identité culturelle camerounaise où ont été évoqués, je vous invite à lire ce document magnifique, c'était le ministère des Arts à l'époque, le ministère de la Culture à l'époque, sous l'égide du ministère de la Culture, l'identité culturelle camerounaise qui embrassait l'ensemble des questions qui faisaient de toi, de vous et moi, autant pour moi, sur le plateau des Camerounais. Un peu comme les Indonésiens qui ont 13 000 îles et 800 langues, ont décidé un jour de définir qui est indonésien et qu'est-ce qu'on veut pour l'Indonésie. Donc, en résumé, la 3e normalisation, pour moi, je suis pessimiste actif, ne va produire que les mêmes résultats, au sens de ce que disait Eric Yombi tout à l'heure, de ce que le Cameroun mérite, si la question de la normalisation ne vise pas à toiletter ce qui est querellé par Abdourahmane, Joseph-Antoine Bell et d'autres qui ont, interjeté appel auprès du tribunal arbitral du sport, et si sur le plan du management sportif stricto sensu, le Cameroun n'a pas enfin une vision, une organisation, une rigueur qui correspondent à l'ensemble des trophées, à l'ensemble de ces personnes ces lions indomptables qui ont remporté des trophées, qui ont fait de nous une nation où quand vous passez à Paris, on vous reconnaît par Roger Mila, par Samuel Eto'o, par Thomas Nkono et par Joseph-Antoine Bell. Abdelaziz Mondé d'avoir une fois de plus été avec nous. Vous intervenez depuis Paris. Voilà, on va sortir rapidement. Un mot sur toujours pas 50 ans, toujours pas de monument Wandié? C'est la malédiction de Wandji qui continue au Cameroun. Il a dit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, les Camerounais s'apercevront que rien n'a été fait au Cameroun. Nous voilà à la 3e normalisation, à la 4e bientôt. Prenez des indépendances qu'aujourd'hui. C'est la même chose, c'est la même cacophonie. Donc, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. Et je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est tenu à sa fenêtre en train d'appeler tous ces cas. Vous savez, pour dire, hier j'étais président, ils ont interjeté, on a annulé mon processus, chacun a chanté. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, suivez mon regard. Ok. Manu Djemba, pour sortir. Pour sortir, qu'est-ce que tu veux que je dise? Concernant le football, là. Concernant Wandié. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que je peux dire de Wandié? Mon Dieu, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que ces gens-là se sont sacrifiés et aujourd'hui, on dirait que leur exemple ne sert pas. Voilà. Et pourtant, on a fait 2 héros, des héros. Qui a fait 2 des héros? Depuis le décret. Oui, c'est ce que je dis. Non, c'est un décret un peu voyou. Comment? Ce décret-là m'embête un tout petit peu parce qu'il n'est pas très précis. Ok. Eric Yombi, vous? Il n'y a pas de matière. Oui, je dirais pour terminer que la mort de Wandié nous a légué évidemment, n'est-ce pas, un potentiel insurrectionnel. C'est-à-dire cette capacité de dire non. C'est-à-dire cette force pour refuser l'inexistant qui serait évidemment dans le sens de l'inégalité. Maintenant, il nous revient de saisir cette perche et de construire autre chose sur la base de celui-ci ou alors de tous ceux-là qui ont pensé et imaginé que nous avons du mal malheureusement à mettre en place. Voilà, merci à vous Eric Yombi, merci Bernard Tchaï, merci Manu Djemba. C'était un plaisir. Voilà, merci également à Abdelaziz Mondé depuis Paris. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Nkondongo.